Bonsoir et bienvenue encore une fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Ah oui, le site qui, j'ai oublié le micro comme d'habitude. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, l'évolution de l'humanité, une destinée. Nous construisons, sans le savoir encore pour l'instant, sans que ça soit monté à la conscience de l'humanité dans sa totalité, nous construisons le paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra encore quelques siècles d'évolution, peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles, qui sait. Mais pour l'instant, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas chiffrer le temps qu'il faudra. Mais je pense qu'avec l'apparition de l'IA, de la puissance des ordinateurs de calcul, de la puissance de calcul des ordinateurs, c'est quelque chose qui sera à la portée de l'humanité dans quelques décennies. On pourra, euh, on pourra faire rentrer toute l'évolution qu'il y a eu dans l'humanité jusqu'à présent, et puis interroger l'ordinateur et dire si on continue toutes ces évolutions, maîtrise du comportement, de l'environnement, du questionnement, où est-ce que ça nous conduit? Et peut-être que l'ordinateur dira, ben, dans 250 ans, l'humanité aura atteint son acmé, son point le plus haut, son zénith. Voilà. Alors ça, c'est pour l'introduction, et évidemment, dans cette réflexion, j'ai été confronté à l'idée du bien et du mal. Et bien là, euh, je vais continuer l'écoute d'une émission de France Culture qui, cette semaine, consacre euh, son heure hebdomadaire à Spinoza. L'émission s'appelle Avec philosophie. Et donc, c'est la troisième vidéo sur ce podcast. Donc, je lance le podcast et puis je commente éventuellement. Voilà. Alors, ça, c'est Spinoza et le bien et le mal. Comment Spinoza voit le bien et le mal. Alors, pour, le, pour essayer d'en parler un petit peu, bon, pour Spinoza, le bien et le mal, c'est pas des réalités absolues, c'est que des idées relatives. C'est comme ça que je l'ai perçu d'après les deux premières émissions qui sont passées. Et donc, c'est pour lui, le bien et le mal, ce n'est pas des choses. Ce n'est pas inclus dans le patrimoine génétique de l'humanité ou du vivant ou de l'univers, quelque chose qui serait inamovible. Et effectivement, selon moi, on dépassera le mal, on viendra à bout du mal, de ce que nous appelons le mal, tous les maux de l'humanité en somme. Et que ce soit qui soit lié à des pathologies inhérentes à l'évolution de l'humanité, à la transformation d'un primate naturel en un humain abouti, ou que ce soit les maux ordinaires de la vie liés à nos pulsions, etc. Voilà, donc on viendra à bout de ça, donc c'est pas quelque chose d'inamovible. Alors on y va, je lance et on commente, et je commente éventuellement. Gillot nous donne sa lecture. Si vous me le permettez, je vais juste citer un tout petit peu Spinoza sur ce premier geste qui est de détruire en effet les conceptions premières, trop simples du bien et du mal. Dans une lettre fameuse, la lettre 23 de 1665 à Blyenberg, je ne vais pas donner trop de précisions sur Blyenberg, mais enfin c'est un
un penseur ami de Spinoza. Il dit, Spinoza, je crois avoir suffisamment montré que ce qui donne au mal, à l'erreur, au crime, leur caractère d'acte mauvais ou criminel et de jugement faux, ce qu'on peut appeler la forme du mal, de l'erreur, du crime, ne consiste en aucune chose qui exprime une essence. Et il n'y a pas d'essence, c'est dans notre, comme vient tout à fait de le dire Paul Ratto. Et dans l'appendice à la première partie de l'éthique, publiée de manière posthume, il explique que le problème, c'est que persuadés que tout ce qui se fait en vue d'eux, les hommes n'ont pu que juger principal en toute chose ce qui avait le plus d'utilité pour eux et estimer le plus excellent tout ce qui les affectait au mieux, d'où vint qu'il leur fallut former ces notions par lesquelles expliquer les natures des choses, à savoir le bien, le mal, l'ordre, la confusion, le chaud, le froid, la beauté, la laideur. Et tout cela, c'est quoi? C'est une illusion? Qu'est-ce que c'est? Comment vous l'expliqueriez? Alors, moi, déjà, je vais dire comment moi je perçois la chose. On va dire 300 ans après Spinoza, hein, avec d'autres connaissances. Il y a eu entre-temps le darwinisme, etc. Et pour moi, le mal, ben, c'est le fait que l'humanité se soit imposé des distinctions bien-mal. Déjà, ça découle du fait que nous avons développé le langage, nous avons développé notre esprit, la conscience, la raison, puis l'écriture à un certain moment, etc. Et en fait, à travers, même avant l'écriture, il y avait les interdits, etc. Et c'est une construction de l'humanité, mais qui découle, toutes les constructions, selon moi, de l'humanité, découlent de choses originelles déjà présentes chez nos cousins primates, lorsque nous étions, nous, des primates ressemblant, un peu équivalents aux chimpanzés aujourd'hui, par exemple. Donc les chimpanzés ont des sortes d'instincts du bien, de l'imitation du mal, des choses qui sont d'une certaine façon prohibées de façon instinctive. Le fait par exemple, de ne pas mettre à mort après une bagarre entre deux dominants, le dominé fait acte de soumission, le dominant pourrait effectivement le mettre à mort ou lui faire vraiment du mal, et il s'arrête. Avant, ben, cette économie-là, elle a évolué dans l'humanité, et c'est devenu nos règles, nos interdits, qui évidemment se sont complexifiés, ramifiés, etc. Mais voilà, par exemple, c'est à partir de cet instinct que nous avons fait évoluer. Ça, c'est mon point de vue. Mais à Et l'époque de Pascal Gillot, Spinoza, ce puisque n'était pas là, il y possible, a un mode cette pensée. critique que l'on lit sous la plume de Spinoza. Absolument, absolument. La critique est virulente concernant ces notions de bien, de mal, de confusion, on dirait imperfection ensuite. Mais alors, il faut situer aussi ces textes, c'est le début de l'éthique, c'est le fameux appendice du livre 1 qu'on commande beaucoup et qui est une critique dévastatrice du finalisme et de toutes les notions imaginaires que nous construisons spontanément parce que nous sommes tous spontanément ignorants, tous, qui que nous soyons, vulgaires, non vulgaires. Ce qui est remarquable, c'est qu'après avoir détruit ces notions qui procèdent d'une inversion de la réalité, comme le libre arbitre ou l'illusion que tout a été créé en vue de l'homme, etc. Ensuite, Spinoza... Voilà, pour Spinoza, il n'y a pas de libre arbitre, et pour moi non plus, évidemment, il n'y a pas de libre arbitre. Mais il faut avoir l'illusion du libre arbitre. Il faut croire à ce libre arbitre pour pouvoir se juger, pour pouvoir dire, bon, ben, tu avais le choix de ne pas commettre cet acte-là. Mais en réalité, il n'y a pas de libre arbitre. Mais on doit jouer le jeu de l'illusion, de cette illusion-là, pour pouvoir faire évoluer l'humanité. Ça fait partie du programme, en somme. Reprend en effet, comme le disait Paul Ratto, ces notions de bien et de mal. Il reprend la notion d'ordre aussi, qu'il a absolument disqualifiée de façon retentissante dans l'ordre et la connexion des idées ou l'ordre géométrique.
Alors, il faut faire attention à des histoires de langage aussi, et du rapport compliqué des philosophes au langage. Parce qu'en effet, il y a une tension entre cette critique terrible du bien et du mal comme transcendantaux. Les transcendantaux, ce sont ces notions universelles qui ne sont pas des concepts, parce que nous les produisons sous l'imagination. D'autres notions de bien et de mal avec un B minuscule ou un M minuscule, que vous évoquiez, Paul Rateau, le bien existe. Le bien, c'est ce que je sais avec certitude nous être utile, et le mal, ce qui nous empêche. Donc il y a bien une récupération de ces notions, mais ces notions, elles sont retravaillées sous l'angle de la rationalité, de ce que Spinoza va appeler les notions communes, deuxième genre de connaissances, et il va les arracher à leur inscription imaginaire. Donc il y a une tension tout à fait intéressante dans le vocabulaire, mais ce qui nous laisse entendre aussi que jamais Spinoza n'abandonne la question du bien ou du souverain bien. Au contraire, si je puis dire. Oui, et je vous entends. Et le souverain bien, attention, c'est toujours, encore une fois, là, elle n'a pas pu aller au bout de sa... elle l'a déjà dit auparavant dans le podcast, mais le souverain bien, c'est l'amour absolu du divin, c'est la fusion avec le divin. Donc c'est plus du tout, c'est quelque chose qui écarte, qui règle tous les problèmes, qui fait que on atteint un état de perfection, d'actes parfaits, parce qu'ils sont abolis de tout ce qu'on appelle le mal, de toute forme de mal, quelconque, quelle qu'elle soit. N'abandonne pas non plus la notion d'utilité. C'est-à-dire qu'on en a parfois une approche vulgaire, fausse. C'est les définitions courantes du bien et du mal, mais lui va quand même définir ce qu'il considère comme le bien, conforme à la raison, à la nature, etc., par cette catégorie d'utilité. Absolument. Il a, nous, à la notion d'utile. Et ça c'est quand même un problème, ça. Sa définition adéquate. Mais non, c'est extraordinaire. Alors, c'est le passage de la fausse morale ou de la moraline. Et Deleuze a une très grande lecture, bien sûr, de Spinoza, indépendamment d'un prisme relativiste. Bien sûr qu'il n'était pas relativiste. Moi, il me semble quand même, remarque, que Deleuze a vu magnifiquement la façon dont Spinoza, passant de la morale à l'éthique, de la morale moraline transcendante à l'éthique fondée sur un certain travail commun, il a très bien vu qu'il y avait une différence immense entre le bien avec un grand B et le bonum avec un petit b. Et il me semble que ça, il faut le tenir, puisque c'est une façon de ne pas jeter par la fenêtre le bien et le mal. Ça, c'est ce qu'il écrit dans ses 2 grands livres sur Spinoza, qui n'ont pas le même statut que l'archive de cours que vous avez passé. Je vois qu'on est tous d'accord. Voilà, mais le nouage, j'y insiste 2 secondes, le nouage du bien, du vrai bien, si je puis dire, sans B majuscule et de l'utile, c'est fondamental. Alors expliquez-moi ça. C'est la façon dont on récupère le bien. Pourquoi le bien, c'est ce qui nous est utile. Vous savez très bien, si j'ose dire, qu'il y a tout un ensemble d'auteurs en philosophie qui ne vont pas du tout de ce côté-là et qui considèrent que si on invoque la raison et si on parle au hasard d'Emmanuel Kant, un siècle après Spinoza, la raison nous donne des interdits, des devoirs, des impératifs, et précisément qui nous sortent de l'enjeu de l'utile. Et le bien et le mal sont, si j'ose dire, par-delà la question de l'utile. C'est précisément en rompant avec la question de l'utile qu'on le trouve. Spinoza ne dit pas cela. Pourquoi ? Il dit le contraire. Et pour autant, alors effectivement, nous sommes très très loin, par anticipation, d'une morale kantienne, de l'impératif catégorique, absolument. Et c'est ce qui a fait... Oui, mais en même temps, c'est très proche. Le bien et le mal, selon Spinoza, et le bien et le mal, selon, on va dire, Kant, ils sont très proches. C'est pas quelque chose... Et c'est proche avec le bien et le mal du gars qui fauche les champs à côté. C'est très proche du bien et du mal du notaire. C'est très proche du bien et du mal de l'Africain, de l'Américain, de l'Asiatique, de l'Européen. On sait ce que c'est, on sait, on n'est pas... voilà, c'est quelque chose qui est universel d'une certaine façon. Fasciné beaucoup de monde. Même s'il y a plein de différences. Ce rejet, cette critique radicale, justement, d'une morale indexée à la transcendance.
En revanche, ça n'est pas non plus une perspective utilitariste C'est que celle ça. de Spinoza, lorsque, C'est pas au début de c'est l'éthique pas 4, quand on récupère malgré tout les vocables de bien et de mal, on va affirmer ce qui est bien, c'est ce dont nous savons avec certitude qu'il nous est utile. Mais cet utile n'est voilà. pas un utile pour moi Mais seulement. bien sûr, et c'est pas un utile, c'est pas le bien utile. Tiens, cet instrument, il est, voilà, ce marteau est utile. C'est ce qui est utile à l'humanité en réalité, et ce qui va lui permettre de progresser vers Dieu, ou qui ne lui permettra, qui la ferait régresser en somme, Individu, c'est qui l'utile serait le commun. mal. Et ce sont ces grands textes de l'éthique 4 qui vont nouer l'éthique et la politique et qui vont affirmer que rien n'est plus utile à l'homme que l'homme. Nous naissons tous ignorants, malheureux, dans la servitude des affects. Et pour sortir de cet asservissement, il nous faut penser notre utile. Et penser notre utile, c'est vivre ensemble sous la conduite de la raison. Et Mais ce sont les utile à grands quoi? chapitres sur la vie rationnelle. J'entends, mais Utile à nous quoi? sortir de l'ordre commun de la nature. Voilà. Mais je croyais qu'il fallait y entrer dans le Non, grand alors, ordre de la nature. Ça, c'est Non, de nous sortir des pulsions qui empêchent nos cousins primates de pouvoir évoluer parce qu'ils cherchent à s'affirmer aux dépens de leurs congénères, parce qu'ils ont l'agressivité, parce qu'ils sont dans un système dominant-dominé, parce que, etc., etc. c'est une lecture. Alors, les lectures sont multiples. Il peut y avoir une lecture naturaliste de Spinoza. L'homme ne peut pas faire comme si il n'était pas, ou comme s'il était un empire dans un empire. Il ne peut pas se faire que l'homme ne soit pas partie de la nature. Alors ce terme de nature, il est surdéterminé, très équivoque en Il ne réalité, peut pas se puisque la faire nature que c'est Dieu, l'homme ce ne n'est fait pas pas nécessaire. partie de la nature, bien entendu. Pour Spinoza, la nature, c'est Dieu, c'est-à-dire la totalité, c'est Dieu. Donc le mal, il peut pas appartenir, il est juste un outil du divin pour pour conduire l'humanité à son ultime perfection. Mais il est à l'intérieur de Dieu. Et Dieu, c'est l'essence de l'amour. Donc voilà, c'est l'essence du bien en somme. Nécessairement le vivant ou l'environnement. Donc c'est un concept très difficile à entendre. Mais en tout cas, dans les textes de Spinoza, ceux de Éthique 4 et de Éthique 5 qui nomment la libération à l'égard de la servitude des affects passifs, précisément, il y a une tension entre l'ordre de la nature, qui fait que nous sommes sous l'angle de la temporalité, de la finitude, et puis constituer une nature humaine plus forte. Alors, Travailler c'est la très nature intéressant. humaine plus forte, Alors, et c'est très intéressant parce que travailler la nature humaine plus forte, c'est travailler l'humanité dans son ensemble. Et on revient toujours à ces prémices chez Spinoza d'une réflexion de l'évolution de l'humanité tout entière. Il ne pouvait pas à son époque le dire tel quel, mais c'était déjà dans les prémices que c'est de la sa façon dont pensée. le jeune Spinoza, dans le traité de la réforme de l'entendement, À va mon concevoir sens, le vrai bien, c'est-à-dire travailler ensemble à notre utile commun qui est constituer une nature humaine plus forte et nous sortir de l'imbecilitas originaire qui est la nôtre, qui est la faiblesse, l'ignorance dans laquelle nous sommes tous absolument pris. voilà, nous sortir l'humanité de l'ignorance et travailler ensemble à renforcer la beauté, l'éthique de l'humanité. Donc il y a déjà en germe dans Spinoza l'évolution de l'humanité vers sa perfection, qui sera beaucoup plus prononcée chez Kant et beaucoup plus prononcée encore chez Hegel. Alors, comme j'ai du mal à Et comprendre puis le rapport à la nature dans cette histoire, à l'utile, et que nous sommes au cœur de notre sujet, le bien et l'utile le n'est mal selon pas, Spinoza, je c'est vous pas l'utile propose tel qu'on d'écouter dit. successivement deux textes que vous venez de citer. D'abord, ils sont assez courts. Un extrait de la préface de Spinoza, la quatrième partie. On va arrêter là pour cette vidéo. Voilà, elle sera un peu plus courte et je vais pouvoir me reposer avant de faire un TikTok à 21h. Je vais faire un live sur TikTok. Voilà. À très bientôt. Merci.